Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 5, 1995, le cochon de bois. Oui, c'est ça, l'année du cochon de bois. On m'a aussi mis en sous-titre « Ou le début de la mondialisation du jeu de société ». J'imagine qu'on pourra éventuellement parler de ça un peu plus tard. Je suis en compagnie de Steve et du notable PP7 Pierre Poisson-Marquis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Sinon, comment vas-tu? Oh, ça va très bien, vous? Ben, il y a un peu moins de P dans mon nom, mais ça va, là. Oui, c'est vrai, avec le temps, mais là, on a décidé de raccourcir les épisodes, puis on pouvait pas vraiment se permettre de comme investir une vingtaine de minutes dans les P de ton nom. C'est pas qu'on veut downgrader, c'est juste qu'on veut se professionnaliser un peu, puis avoir des noms qui sont un peu plus faciles pour les gens à retenir à la maison. Bon, ben c'est parfait, ça. Fait que vous connaissez le concept, on va explorer l'année 1995. Avant qu'on se lance, 1995, laissez-moi vous dire, c'était probablement le point culminant de ma vie. On pouvait pas être plus cool qu'en 1995. Je vais dévier même de l'ordre du jour, mais une chose qui était au top en 1995, c'était les POG! Oh oui! Fait que je sais qu'on... J'ai slammer. Ben oui, c'est ça, le slammer en métal. À l'école, on n'avait pas le droit d'apporter les slammers en métal qui avaient des pics dessus puis qui avaient des ninjas qui lançaient des éclairs. Les POG, c'était un phénomène absolument incroyable. C'était... Tu pouvais le collectionner, il y avait tes personnages favoris, il y avait Jurassic Park, il y avait Batman, il y avait d'autres affaires que tu connaissais pas, il y avait même de la publicité, j'ai vu un article qui parlait des POG tantôt puis il disait, tu sais, c'était des mini billboards publicitaires, les gens se promenaient avec ça, j'avais même la machine pour faire des POG, ah ouais, c'était incroyable, quelle époque pour être en vie. Les POG. Je me rappelle du beau cylindre en plastique qu'on avait pour toutes les garder. Pour les transporter, oui. Puis là, t'en avais 2, 3. Puis là, t'investissais des POG. Il y avait une économie du POG, des POG très rares. Il y avait des originales. Les originales avaient on faisait des games. Une taxe dedans. Nous autres, on faisait des games. Puis en fonction de qui gagnait, tu ramassais les POG de l'autre qui était mis en ordre. Ben oui, ben. C'est ça la base des POG, hein. Tu faisais une pile avec tes POG, tu slammais ça. Puis ceux qui revolaient du bon côté t'appartenait. Ça, c'est la vraie économie, le vrai jeu à l'argent pur et dur. Les POG durement gagnés, tu pouvais les perdre au complet en une partie. Un monde sans pitié. On va se le dire, par exemple, les POG que tu gagnais, c'était tout le temps ceux qui étaient le plus scrap. Parce que ça faisait 3-4 paires de mains qui passaient. Là, oui, c'est vrai, effectivement. Mais c'était magnifique. J'ai adoré. Toi, Pierre, est-ce que tu as joué au POG ou c'était pas de ton époque? Ouais, je pense que j'étais un peu trop vieux pour ça. Ah non, Pierre, les POG. Mais je me rappelle très bien. Des POG. J'ai vraiment vu c'était quoi la folie de ça. J'ai pas touché à ça du tout. Mais 95, Pierre avait quel âge? 12 ans? 47? Dans ces eaux-là. Peut-être. Dans ces eaux-là, peut-être. Je me souviens des publicités de POG, je voyais ça à la TV. Celle en anglais, d'ailleurs, était assez charmante. Il y avait une espèce de mascotte en dessin animé qui publicisait ça, qui avait l'air d'une espèce de capitaine caverne. Puis pendant toute la publicité, il faisait juste faire POG! POG! Ah non, mais c'était incroyable. C'était écrit poison dessus. Il y avait des têtes de mort. C'était vraiment comme une façon de représenter ton identité. Ta collection de POG représentait tellement qui tu étais. En fait, montre-moi tes POG et je te dirai qui tu es. Ouais, c'est pas mal ça, effectivement. Ça se résume à ça. Assez incroyable. On pourrait faire un épisode complet sur les POG, mais je pense, vous savez, la nouvelle formule nous oblige à devoir accélérer un peu. Alors, on va se remettre dans le contexte. 1995, c'était aussi pendant que moi je jouais au POG et que je n'étais pas un individu encore politisé. Nous étions en train de vivre l'un des moments les plus... les plus sombres, mais là, je veux pas mettre trop de jugement de valeur, mais je vais quand même en mettre un petit peu. Oui. Un des moments les plus sombres de l'histoire du Québec, dans lequel le référendum mené par Jacques Parizeau a été perdu à 50 points quelques milligrammes de pourcent contre 49 points quelques milligrammes de pourcent. C'est sûr qu'il y a eu de la corruption, il y a eu de la malversation, il y a eu de la triche.
l'argent et le vote ethnique. D'ailleurs, cette fameuse phrase qui aura, on peut dire, hanté et détruit Jacques Parizeau, en fait, pour pratiquement le reste de sa carrière, même si ça a été un des plus grands politiciens de l'histoire du Québec. Mais l'histoire va avoir démontré après que ce qu'il avait dit à ce soir-là, du moins avec l'argent, a été démontré, a été même avoué par Jean Chrétien, qui était le chef du camp du Non à ce moment-là. C'est fou quand même, tu sais, faut le dire, c'est se faire voler un pays. C'est quand même assez incroyable que ça a passé comme ça pour un pays là, d'Occident, tout civilisé et tout ça. Ça restera quand même à ce jour quelque chose. D'ailleurs, quand on regarde même la liste des événements de 1995, c'est quand même un événement marquant à l'international. Mais il y a peu de pays qui se sont levés pour défendre le Québec. On n'était pas à l'époque où c'était populaire comme ça de vouloir son identité, sa nation et son émancipation personnelle, communautaire, collective. Faut dire que les réseaux sociaux étaient pas vraiment là non plus pour qu'on sache ce qui se passe dans les autres pays. Ça l'aidait pas. Non, et effectivement, c'est vrai. C'est bien dit. C'est en fait une époque, comme je l'ai sous-mentionné dans le sous-titre début de mondialisation du jeu de société. Ça allait un peu à contre-courant des tendances de l'époque de vouloir se séparer du Canada. On était plus à une époque où les pays étaient dans la tendance fédératrice. Avec, la mondialisation, c'est ça que ça faisait. Ça détruisait les frontières naturelles. Puis c'était comme tout le monde. C'est le début de l'universalisme, si on veut. Là. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. D'ailleurs, il y avait 3 pays qui ont montré justement qu'ils étaient prêts à libérer leurs frontières à cette époque-là. La Finlande, la Suède et l'Autriche. En 1995, ont été 3 pays qui se sont joints à l'Union européenne, qui était déjà quand même très garnie. Et qui est encore aujourd'hui de la même Union européenne, avec peut-être quelques pays encore qui se sont ajoutés depuis, mais bon, c'est vous dire que la mondialisation était vraiment le mot d'ordre en 1995. Ouais, exactement. Et ça nous amène, il y a aussi quelque chose d'assez, puis ça peut sembler trivial, mais c'est le procès de O.J. Simpson en 1995. L'un des procès qui a été médiatisé. D'ailleurs, il y avait près de 150 millions de personnes qui ont regardé le verdict de ce procès-là. En fait, ça a capté pratiquement la planète au complet autour d'un procès. Fait que c'est vraiment la justice spectacle, l'ère du marketing à outrance, et on le voyait à plein de sauces comme ça. Oui. Aussi, c'est l'année que le site eBay a été fondé. Pour ceux qui connaissent peut-être eBay encore, oui, c'est ce site où tu achetais quelque chose et tu n'étais jamais certain de savoir si tu allais le recevoir. En fait, moi, ma réflexion sur eBay, c'était quand j'ai oublié que j'ai commandé, il y a des chances que je commence à le recevoir. C'était toujours un peu inquiétant de commander sur eBay. Hein. Le site eBay est d'ailleurs le 2e site commercial qui est apparu cette année-là, au mois d'août de 1995. Un mois avant, il y en avait un autre qui est l'autre site le plus populaire pour faire du commerce encore aujourd'hui sur Internet. Kijiji. Non, ça c'est un peu plus tard. Non, je parle d'Amazon, évidemment. Ah, ben oui. D'ailleurs, j'ai une belle anecdote sur Amazon que j'aime bien compter quand on parle d'Amazon. C'est, vous savez, comment ça a commencé Amazon. C'était Jeff Bezos qui vendait principalement des livres. Hein. C'était ça à la base Amazon. Il vendait des livres. Dans son garage. Dans son garage, exactement. Et dans son garage, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Il y avait des livres. Et il travaillait à genoux toute la journée à terre avec ses 2 ou 3 amis qui étaient ses espèces d'employés de l'époque. Et il emballait des livres, mettait ça dans des boîtes. Il avait mal au dos, il avait mal aux genoux, mais il travaillait fort puis il se donnait pour la compagnie. Et à un certain point, Amazon, ils ont commencé à faire un peu d'argent et tout. Puis là, en fait, Jeff Bezos était tout excité. Il dit « Hey les gars, vous savez pas quoi, on fait un peu d'argent, on va pouvoir s'acheter des genouillères maintenant. » Et là, c'est partner / employé. Il a dit non, on va acheter des tables. Donc, j'aime bien cette anecdote. Ça montre bien l'idée derrière Amazon. Hein. Mais Amazon, comme eBay, c'est un petit peu l'inverse. Quand tu commences à vouloir penser à l'acheter, normalement, il y a un livreur qui sonne à ta porte parce que c'est déjà livré, ça. Oui, exact. Oui, je crois qu'ils ont un peu de côté psychique en eux.
Bon, fait que sinon, ben, on peut passer peut-être au sport en 95. Je vais laisser Steve nous parler de cette fameuse Coupe Stanley de Oui. 95. D'ailleurs, je me doute bien que ton idole, c'est probablement, c'est quoi, Jacques Demers, c'est ça? Oui, entre autres. Non, tout le monde se contrefout de cette Coupe Stanley-là. C'est la Coupe Stanley, les Red Wings de Détroit contre les Devils du New Jersey. Tu sais, deux équipes qu'on se contrefout totalement. Mais un Québécois tombe dans mon regard. Le gardien Martin Brodeur remporte sa première Coupe Stanley. Et moi, étant gardien de but depuis l'âge de 5 ans, je suis complètement gaga face à ce merveilleux athlète-là. Un petit peu moins comme père de famille qui trompe un petit peu sa femme. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, grand moment de la vie, Martin Brodeur qui remporte sa première Coupe Stanley. Et le Canadien, sinon, est dans le début de sa phase la plus creuse de son histoire, selon moi. Oui, c'est effectivement les tout débuts de ça. Sinon, ben aussi, c'est le retour de Michael Jordan au basket, alors qu'il fait son retour fulgurant avec les Chicago Bulls. Et vous savez bien entendu que son retour aura donné l'un des plus grands films, en 96, là, on va quand même se tenter un petit peu, Space Jam. Quand je vous dis que c'était l'époque, c'était l'apogée de ma vie, La belle on peut époque. pas être plus... Ah ouais, on peut pas être plus heureux qu'être un enfant en 1995. Il y avait pas de meilleur moment pour exister à ce moment-là. Ben, en fait, ça peut pas être plus vrai que par le palmarès des films de 95, celui qui s'est ici au sommet des meilleures recettes, c'est Histoire de jouets. Mais oui, Ah, déjà tant d'années. Histoire de jouets. Ce film-là n'a pas vieilli une miette, hein? Non, effectivement, il a non seulement été un film culte, mais il a été aussi le premier long métrage d'animation en informatique 3D. Et ça, c'est quand même quelque chose qui marque 95 à souhait. Mais il n'était pas le seul film qui avait des éloges et qui avait pour thème l'amusement et l'enfance. Jumanji est sorti aussi cette année-là. Et Jumanji faisait éloge aux jeux de société, puisque c'est un film entièrement brodé autour d'un jeu de société. Un jeu de société assez hasardeux, on va se dire, mais un jeu de société quand même. Oui, d'ailleurs, si vous tapez Board Game 1995 dans Google, vous allez avoir principalement des images de Jumanji. Ouais. Sinon, il y a aussi mon premier film que je vais voir 2 fois au cinéma. Une pièce d'anthologie. Les Power Rangers. Ça, c'était de notre époque comme jamais. Des super-héros japonais là, qui sortent de nulle part. Ben, une histoire japonaise, c'est pas partout des japonais dans l'histoire. Là, avec le Megazord incroyable, les effets spéciaux à couper le souffle. Ce film-là, je l'ai loué tellement souvent, là. En plus, le film des Power Rangers, il était épique. Moi, je revenais de l'école, là, on jouait dans la neige avec mes frères et on allait regarder les Power Rangers avant de souper. Et là, le film est sorti et là, c'était comme le vert, il devient blanc! Eh oui. C'était tellement fou! J'avais le VHS en plus chez nous. Ma mère doit l'avoir encore. Incroyable. Et un film qui était pas vraiment de mon âge, mais que j'ai beaucoup écouté aussi, c'était Mortal Kombat. Oui. Encore une fois, on mettait ça le matin à la télé. Le samedi matin, on mettait la cassette de Mortal Kombat puis on se battait dans mon sous-sol. Encore une fois, une époque incroyable pour vivre. Johnny Cage à son meilleur. Johnny Cage, il mourait dans le film. Oui. Imaginez ça. Moi, c'était mon personnage favori du jeu vidéo, puis pouf, 20 minutes passées, il était déjà mort. Il avait frappé fort avec ça. Il avait frappé fort avec ça. Et ben, on pourra pas passer sous silence le seul et vrai James Bond, la première fois qu'on voit Pierce Brosnan, cet homme tellement élégant et distingué dans le rôle de James Bond, GoldenEye. Qui fait tellement le meilleur jeu vidéo au Nintendo 64 plus tard, avec GoldenEye, justement. Et le fameux Golden Gun. Le Golden Gun. Alors, assez incroyable comme époque cinématographique aussi. Bon, on va passer très vite sous silence le film Batman Forever. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus que ça.
Le dernier Ace Ah oui, vas-y, Ventura, vas-y. Ace Ben oui. Ventura a quand même marqué Jim Carrey pour moi, c'est son summum pour moi avec Flipper là, dans la piscine. Là. C'est... Ou quand il parle avec ses fesses, c'est marquant. Là. C'est sûr que Ace Ventura, ça a remarqué aussi une génération. Absolument. On va aller justement dans le monde du jeu un peu plus. Rapidement, c'est la sortie du Sega Saturn en Amérique du Nord. Il était sorti quelques mois auparavant en Asie, mais c'est la sortie en Amérique du Nord. Command and Conquer, un jeu de stratégie culte à ce moment-là. Et dans le monde du jeu de société, les grosses conventions qu'on connaît aujourd'hui existaient déjà. Gen Con existait déjà. Attends, 30 000... attends. Je t'arrête tout de Ok. suite. Parce que quand même, le Sega Saturn est sorti, mais le PlayStation aussi. Et le Ah oui, c'est vrai. Non, mais Il a cette sauté une obscure ligne. console qui n'aura pas demeuré dans le temps, c'est ça? Oui, on Ben, a. C'est jamais resté le PlayStation. elle est quand même demeurée plus longtemps que le Sega Saturn, je pense. Le Sega Saturn, je pense qu'elle est morte en 96, en fait. Ah, la Sega Saturn, c'est vrai que c'était... On s'entend que Sega, ils n'ont pas été chanceux pour leur console. Ah non, c'est quand Ils- elle avait passé avec ils- la Dreamcast, celle-là, qui est La passée. Dreamcast, Ça, c'était non, ils ont eu de la misère. Mais oui, la PlayStation, c'est aussi le moment où Sony se lance et, à ce jour, selon moi, domine l'industrie des consoles de jeux. Même si on peut dire que Microsoft a fait sa place, PlayStation, Sony reste la référence, l'ennemi à abattre, le colosse du jeu de console. Nintendo laisse pas sa place, mais c'est deux publics différents. C'est ça, exact. Nintendo, c'est autre chose. Eux, ils avaient déjà leur marché, ils l'ont conservé, ils l'ont continué avec le temps. Mais effectivement, PlayStation est arrivé et a capté une autre part de marché ils les ont tenus jusqu'à la fin. Donc, comme on disait, Gen Con existait déjà en 95. 30 000 personnes à Gen Con en 95. J'ai trouvé un espèce de vieux programme sur Internet de Gen Con 95. Mais je sais pas trop de quoi ça avait l'air, Gen Con 95. Je me demande bien qu'est-ce qu'on pouvait y trouver. Sûrement pas mal de jeux de rôle, de jeux de figurines. Et faut pas oublier que c'était Magic aussi, 93. Magic est sorti en 93, donc probablement que c'était encore très populaire à ce moment-là. À vrai Pierre, dire, je sais pas si... c'était pas mal ça. Gen Con 95, c'était la convention beaucoup plus des jeux de cartes à collectionner que des jeux de société. Mhm. C'était-tu à Et- Indianapolis, entre autres, encore? C'était à la même place. C'était à la même place, oui, et on va s'en reparler d'ailleurs des jeux de cartes à collectionner. C'est un incontournable de 95. C'est probablement d'ailleurs son année la plus forte. Mais Gen Con, effectivement, avait tout d'une grosse publicité pour les héritiers de Magic the Gathering. Ou plutôt ceux qui voulaient surfer sur la vague de Magic the Gathering. Ouais, parce que quand il y a un titan comme ça qui sort, qui prend l'industrie d'assaut, on peut imaginer qu'il y a plein d'émules qui vont arriver à gauche et à droite, qui n'ont pas nécessairement demeuré dans le temps, mais qui sont là. En fait, ça nous fait, je pense, cascader dans le sujet du jour, parce que bien entendu, il y avait aussi SN, le Spiel SN qui était là. Et le premier jeu auquel on va parler, c'est le jeu qui a justement gagné le Spiel en 1995. Je me demande d'ailleurs, quand j'y repense, comment ça, Catan, qui est sorti en 95, gagne le prix en 1995. Mais sais-tu, Pierre? Ouais, probablement sorti en début d'année, c'était un jeu allemand, fait qu'il n'y avait pas de traduction à faire. C'est D'après tellement moi, c'est bon, comme le ça que reste ça c'était s'est trop fait. pourri. Ils se sont dit, on lui donne tout de suite le prix, puis bonsoir, c'est réglé. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autres nominés là, dans la catégorie, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Peut-être qu'ils ne faisaient pas de nominés à ce moment-là. Là, mais... À vrai dire, les raisons que vous avez données sont bonnes, excepté pour les nominés qui étaient tous d'une compétition pourrite. Ce n'était pas du tout le cas. On va d'ailleurs nommer de ces compétiteurs qui étaient nominés au Spiel cette année-là après Catan, qui sont tous des jeux très forts qui ont été encore réédités aujourd'hui. Mais oui, Catan est sorti au début de l'année 95, je pense que c'était en février. Alors c'est pour ça qu'il s'est rendu au Spiel cette année-là, puisque le Spiel est toujours donné durant l'été. Alors, d'autres jeux qui ont eu beaucoup de succès en 95, mais qui sont arrivés après
n'ont pas eu le Spiel, auraient pu en fait avoir le Spiel en 95, mais finalement ont concouru pour l'avoir en 96. 16. D'ailleurs, on Mais se rappellera qu'à ce moment-là, la plupart des jeux qui gagnaient le Spiel étaient des jeux allemands. ouais, ça, c'est sûr. C'était effectivement ça. C'est toujours ça, à vrai dire. Ben, c'est-à-dire que c'était des Ben, jeux entièrement faits en Allemagne, c'est-à-dire autant par l'éditeur que par l'artiste que par l'auteur. Maintenant, ce sont des jeux allemands, mais ça peut être des jeux traduits en allemand. Et c'est des jeux parfois qu'on a connus 2 ans avant qu'ils soient arrivés en Allemagne pour gagner le Spiel de CRS. C'est entre autres le cas de Pandémie qui était sorti en 2007 aux États-Unis, mais qui a été en nomination en 2009 pour le Spiel de Ouais. CRS. Mais ça, on voit ça fréquemment. Si on a jasé, tu sais, que des jeux qui sont traduits plus tard en allemand, là, c'est souvent ça qui peut arriver. Mais sinon, Catan, hein, on va revenir sur ce sujet-là là, de Klaus Tauber qui a fait entre autres un autre jeu qui s'était retrouvé dans votre fameux top 50 des meilleurs jeux des 50 dernières années, qui a fait Hoity Toity, que Pierre m'avait fait essayer. Un jeu spécial, ça, on va l'appeler de même. Un jeu spécial. Sinon, pourquoi Catan, tu sais, pour moi, il y a. Tu sais, c'est pas mal le jeu d'une. Tu sais, le jeu référence du point tournant, là, justement, tu sais, qu'on passe un virage. Tu sais, comme Jésus-Christ, il y a un avant Catan, il y a un après Catan qui s'est créé, tout simplement. Tu sais, comme Pierre en avait parlé justement quand vous avez fait le top 50, tu sais, que c'est le jeu qui va comme rendre au monde que c'est plus juste des roll and move qu'on va avoir, que l'élimination de joueurs, c'est complètement désuet, qu'il y a même la possibilité de pouvoir jouer durant le tour des adversaires, ce qui va rendre le jeu plus fluide. Euh, L'affaire qui était spéciale, c'est qu'à la base, ce jeu-là, c'est sur une idée de Viking, si je ne me trompe pas, justement, parce que Taubert avait comme une petite obsession sur eux autres. Euh, la chose aussi que j'avais entendue, c'est que Catan, en fait, il avait fait un jeu sur l'histoire un peu des Vikings, tout ce qui se passait, mais Cosmos, qui avait édité le premier jeu, avait comme juste pris une partie de son jeu, qui était la colonisation, mais Taubert est revenu avec d'autres jeux, je me souviens pas trop c'est quoi les jeux, là. Je pense que Pierre va s'en souvenir, tu sais, sur justement les attaques de Vikings, puis l'exploration de tout ça. Les deux autres jeux sont Endecker et Löwenherz. Ils sont Voilà. sortis, non pas chez Cosmos, mais ils ont été récupérés Ouais. chez Gold Shiber, un éditeur maintenant défunt, qui est un de mes éditeurs préférés, à vrai dire. Et qui a eu un beau succès avec ces deux jeux-là, d'ailleurs, qui sont sortis par après, qui ont été en nomination pour le Spiel dans les années d'après, mais qui ne l'ont pas gagné. Löwenherz, d'ailleurs, est devenu le jeu préféré de plusieurs joueurs passionnés à qui l'on demande quel est ton jeu préféré de cet auteur-là. La plupart du temps, ça va être Löwenherz qui va sortir. Sinon, ça va être sa version plus familiale, qui était récupérée par, aux surprises, Cosmos, qui avait regretté de ne pas l'avoir pris quand Teuber l'avait présenté. Mais Domaine, par contre, est une version plus familiale de Löwenherz. Löwenherz est plus méchant, plus négociant, en fait. Löwenherz, c'est la partie je dirais, guéguerre après la colonisation qui est Catan, puis Endecker, c'est la partie exploratrice avant de s'établir dans une colonie, qui ressemble en fait beaucoup à Carcassonne, Ouais. mais qui est sorti avant Carcassonne. Ouais. Gros point. Ben, tu sais, sinon, Catan, on le voit de nos jours, c'est rentré dans les mœurs de la société. Tu sais, on voit ça dans les téléséries américaines un petit peu plus. C'est voir une armoire de jeu, voir un Monopoly qui traîne, mais il va majoritairement souvent avoir un Catan. Il y a même des téléséries, je pense, comme Big Bang Theory. Tu sais, il y avait un Catan qui traînait sur la table, justement, où il est en train de jouer une partie de Catan, puis il y a une scène qui se passe pendant ce temps-là. Donc, c'est comme rendu dans la popularité, c'est comme rendu une normalité, justement. Tu sais, si on veut mettre un décor normal d'une vie avec du monde dans la vingtaine, justement, qui vont se réunir autour d'un jeu de société, ce n'est plus le Monopoly, c'est Catan qui est rendu là. Tu sais, c'est un jeu qui est sorti justement à Essence, puis qui n'avait. Dans son année qui est arrivé, il avait vendu plus de 400 000 copies en un an. C'est pas quelque chose d'assez commun, je vous dirais, même de nos jours, là. Tu sais, ils sont rendus à plus de 30 millions de copies vendues aujourd'hui. Puis, tu sais,
C'est assez bizarre quand on regarde des différentes versions aussi de Catan, comme j'ai vu que la version française, ça s'appelait les colons de Catan, ça, c'est en avait, mais avec un K, tu sais, Oui, pour... la première version, c'était ça, Ouais, traduite par Eurogame. C'est ça que j'ai d'ailleurs dans ma collection. ouais. C'était pour distinguer de Catan avec le C. Donc, c'est ça, c'est devenu rapidement une porte d'entrée justement aux jeux de société, aux jeux euro pour tout le monde. Puis qu'est-ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il y a encore aujourd'hui du monde en 2020 qui n'ont pas joué à Catan, qui essaient de retrouver, voir d'autres choses. Tu sais, surtout pendant la pandémie, justement, tu sais, on cherchait des passe-temps à faire justement à la maison. Et Catan est encore un jeu qui va introduire le monde aux jeux de société, malgré que ça fait plus de 25 ans qu'il a été créé quand même comme jeu. C'est assez fou de voir ce jeu-là perdurer dans le temps. Euh, tu sais, il y a du monde qui vont moins aimer ce jeu-là car le fameux hasard des dés, mais comme Pierre avait dit dans son chose, il a toujours fait des finales. Mais tu sais, Pierre, comme tu avais dit, Simon, parce que je l'ai écouté aujourd'hui, ça donne bien hein, comme chose. Simon, l'art de maîtriser le hasard, c'est un talent. Aussi simple que ça. Oui, Ah, c'est bien dit. C'est une belle Belle citation, citation, oui, effectivement. je te cite bien. C'est ça. c'est effectivement un jeu plus stratégique qu'on pense. Je réitère que si on sait bien les rudiments de Catan, on peut être beaucoup plus stratégique que le hasard le permet. C'est le placement de départ qui fait toute la stratégie de Catan. Et ensuite, c'est l'adaptation aux situations. Ouais, c'est comme. Je suis plus, je suis plus un fan, sincèrement, de Catan, mais je vois que des parties de Catan qui m'ont mené vers d'autres choses. C'est l'aspect de négociation dans le jeu a comme allumé une petite flamme en moi, justement, qui a poursuivi. Tu sais, des jeux que, justement, tu sais, il y a combien d'extensions ou de promos de Catan, ça finit plus, il y en a pas loin de 90, mais surtout des réimplémentations du jeu. Tu sais, il y a eu un Catan Game of Thrones, un Catan Star Trek, un Catan Starfarer, puis il y en a sur plusieurs, au lieu d'être à Catan, ça va être en Égypte, sur les Incas, tout ça. Donc, ça a comme évolué en fou, ce jeu-là. Mais selon vous, est-ce qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui? Oui, absolument, parce que c'est un jeu qui a ouvert une nouvelle ère. Comme je l'ai dit, j'ai appelé ça la mondialisation des jeux de société parce que c'est Catan qui l'a symbolisé, cette mondialisation des jeux de société. C'est un jeu de son temps. C'est un jeu qui était au diapason de ce qui se passait à l'époque du milieu des années 90, c'est-à-dire la fin de la guerre froide qui s'était déroulée en 89 avec la chute du mur de Berlin et l'ouverture vers le monde avec l'arrivée d'Internet qui prenait de plus en plus ses racines et qui vraiment brisait les frontières. Et l'heure n'était plus aux jeux de guerre comme ça avait été à la mode dans les 50 dernières années, mais pas plutôt en fait dans les 30 dernières années, mais plutôt aux jeux d'entraide et des jeux constructifs où il n'était pas question de nuire aux autres, aux adversaires, mais plutôt de les ralentir, d'être plus compétitif qu'eux de façon pacifique, dans la franche camaraderie. Catan est le symbole absolu de tout ça parce que vous allez vouloir vous enrichir, mais vous allez être obligé d'aider les autres joueurs pour le faire. Parfois, pas toujours, mais Oui. ça va arriver. Pour répondre à la question, il n'y a rien qui est moins d'actualité que la mondialisation à notre époque. Oui, Fait ben que exactement, c'est là-dessus que je m'alignais, à vrai dire. C'est que la mondialisation, elle est encore très présente après plus de 25 ans. Certains même se demandent si elle ne va pas encore aller plus loin. Donc, je pense que Catan a tout à fait sa place. Et c'est non seulement par sa façon d'être qu'il est d'actualité et qu'il est aussi symbole de son époque en 95. C'est aussi le premier jeu, pas le premier jeu, mais comme on l'avait expliqué dans les 50 jeux les plus influents, c'est le jeu vraiment qui a ouvert la porte au jeu euro, qui a réveillé l'Amérique du Nord en premier. Après ça, ça a réveillé l'Asie. Mais ça a réveillé l'Amérique du Nord sur l'existence de d'autres choses que le Monopoly.
Et puis, c'est en train de devenir le nouveau Monopoly Catan. Comme Steve l'évoquait, il y a encore des gens qui s'intéressent à ça après plus de 25 ans, comme il y a encore des gens qui jouent encore Monopoly après sa sortie qui date de plus de 75 ans. Ouais, ben t'amènes un point intéressant tu sais, c'est sûr que là, il y a plein d'extensions qui renouvellent le jeu, puis il y a des gens qui vont dire que c'est trop du hasard. C'est vrai que Catan Vanille, c'est un peu... tu sais, on peut sentir que c'est un peu désuet dans sa forme pour des joueurs plus aguerris. Mais reste que les gens, il y a encore beaucoup de gens qui sont pas éveillés au monde du jeu de société moderne. Et Catan reste encore l'espèce de pont entre les jeux d'une autre époque, les jeux de notre enfance, on va le dire comme ça, et les jeux modernes. Quelqu'un qui joue à Monopoly à risque, puis qui connaît que ça, ben, Catan, c'est encore une très bonne manière de l'amener vers les jeux modernes. Ce jeu-là a un peu ce côté-là de transition, si on veut, entre deux époques. C'est pas pour rien qu'il a participé à cette transition-là aussi fortement, mais il y a encore ce rôle-là en ce moment, jusqu'au jour où tout le monde aura remplacé leur Monopoly par un Catan. On pourra trouver un autre jeu de transition. Oui, mais ce qu'on appelle les jeux modernes, par contre, à l'époque, on appelle ça les jeux euro. Les jeux euro. Exact, c'est vrai. Même les jeux allemands, on pourrait dire. En fait, c'était les jeux allemands, c'était même pas les jeux euro. Encore les jeux euro ont eu la connotation ensuite. Mais Catan est un jeu euro et ça fait mentir les mauvaises langues qui disent que les jeux euro n'ont pas d'interaction. C'est tout le contraire avec Catan. Ouais. Oui, d'ailleurs, ça, c'est le paradoxe de Catan. Hein, le jeu euro par excellence qui n'est pas si euro que ça après tout. Qui est ultra thématique et avec beaucoup d'interactions fortes et violentes entre les joueurs. Ben, pas violente à ce point-là. Et je dirais même que la définition d'euro est peut-être erronée, mais ça, on en reparlera une autre fois. Mais, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Justement, Pierre, je t'invite à nous parler peut-être d'un autre jeu sorti en 95, dont on a déjà parlé aussi dans les jeux influents, mais je pense que ça vaut la peine au passage d'en parler. Oui, ben en fait, Catan, quand on fait l'histoire des jeux de société euro, justement, de l'invasion des euros, des jeux d'Europe qui ont bouleversé le marché des jeux de société et qui ont fait littéralement une renaissance du hobby, on explique souvent ça par un TKO, un chaos technique des jeux euro sur les jeux américains pour que finalement les Américains se soumettent après avoir été au tapis et qu'ils puissent s'adapter et prendre la tangente du jeu euro eux aussi. C'est d'ailleurs pour ça maintenant que vous voyez plein d'Américains faire des jeux de ce style-là. Catan a été le premier coup. Le deuxième coup est arrivé la même année. Je vais t'arrêter, Pierre. Je vais écouter l'épisode et tu dis la même chose. Je vais te reprendre pour que tu te corriges. C'est le coup de poing 1.5 que tu disais. Le 1.5. C'est le coup de poing 1.5. Oui, t'as raison. Je disais ça, oui. Merci de me rappeler à l'ordre. Le coup de poing 1.5, c'était El Grande, qui est arrivé en 95 aussi, mais vers la fin. C'est pour ça qu'il n'a pas gagné le Spiel des CRS, parce qu'il a gagné l'année d'ensuite. D'ailleurs, il l'a gagné en 96. Hein. C'est ça. Mais bon, c'est un jeu aussi qui a fait vraiment sa place absolue. Je pense que j'en ai parlé amplement dans les 50 jeux les plus influents. El Grande, donc, a aussi bouleversé le jeu de société. Et puis, ben, il a été la porte d'entrée aussi pour plusieurs jeux de société, pour plusieurs passionnés de jeu, à vrai dire, pour ceux qui en demandaient plus que Catan. Parce que, bon, regardez, on se le rappelle, c'est un jeu quand même qui a une complexité plus élevée que Catan. On s'entend, selon les critères des Spiels d'aujourd'hui, il ne gagnerait pas. Là. Il serait sûrement pas nominé parce que c'est trop compliqué. Exactement. À vrai dire, il a été le premier d'une très courte période de l'époque du Spiel des CRS où on essayait de récompenser des jeux plus musclés. Parce qu'il a été suivi ensuite de quelques jeux avec plus ou moins la même complexité jusque probablement au début des années 2000. Mais ça reste que c'est un jeu vraiment qui a fait l'admiration de plusieurs, qui fait encore l'admiration de plusieurs aussi, parce que lorsqu'on regarde dans Board Game Geek le top 100 des jeux les plus populaires, El Grande en fait partie, et je pense que c'est le seul à cette époque-là qui en fait partie. Donc, c'est vous dire finalement que El Grande
Il a fait sa place, hein, puis il a marqué vraiment les esprits sur une longue période de temps. Là. C'est ça, il mérite qu'on le mentionne pour les jeux marquants de 95, certainement. Mais il y en a un autre, par contre, qu'on n'a pas mentionné dans les 50 jeux les plus influents, mais qui aussi a fait tellement sa place qu'on en voit encore plusieurs fois des joutes se dérouler aujourd'hui. Et je vais laisser Steve en parler de celui-là. Oui, un jeu de dextérité que vous pouvez autant jouer avec vos enfants. Et si vous voyez ça dans des conventions, ça devrait crier un petit peu autour de la table. On parle du jeu Pitch Car, ou anciennement, c'était Carabande, si je me trompe pas. C'est en 2003 qu'il a changé de nom sur Pitch Car. Un gros jeu avec une... On dirait que je vois ça un peu comme l'avant Formula D. Je trouve que ça reprend un peu les mêmes principes, mais en prenant vraiment une dextérité, ce qui est une petite poussée sa chance. Là. C'est vous faites une course puis vous faites des pichenottes. C'est tout simple que ça. Mais justement, c'est un peu un jeu jouet. Puis on s'entend, tout le monde va être excité quand vous mettez la pièce maîtresse, là. L'espèce de gros loop qui fait un grand tour. Tout le monde va vouloir faire le loop et qu'il réussisse. Et tout le monde va vouloir que vous allez réussir. Donc, l'excitation qu'autour de ce jeu-là, c'est assez phénoménal. C'est surtout, je pense, dans les conventions plus américaines que ce jeu-là est plus populaire. Je pense que Tom Vassell en a fait quand même une grosse promotion. Puis justement, dans ces conventions, des Dice Retreat, il doit y avoir environ 5 tables parce que ça prend de la place. C'est fou. Ils font des courses à 15-20 personnes en plus avec ça. Donc, c'est quand même un gros aspect jouet, je vous dirais, qui a quand même marqué son temps avec des cardboards en bois. Là, ça pèse 1 tonne une fois ça. Donc, ça a eu un gros buzz dans cette année-là. Puis, c'est encore édité aujourd'hui. Donc, on va voir dans la liste, c'est justement un des critères qui revient. C'est des jeux qui ont eu plusieurs rééditions. Puis qui restent encore aujourd'hui édités. Donc, Pitch Car. Pitch Car faisait le buzz aussi très fortement avant d'arriver aux États-Unis dans sa version Carabande. Moi, je me souviens très bien de le voir en 2000 sur les sites qui parlaient de société en Europe. C'était la folie furieuse. Tout le monde voulait avoir son Carabande. C'était quelque chose d'extraordinaire de voir un jeu dextérité avec autant de bois massif. La boîte était d'une lourdeur absolue. On n'était pas du tout à l'époque des Kickstarter avec des boîtes monstrueuses qui pèsent 1 tonne. Mais Carabande en était un. Et en fait, elle n'était pas si monstrueuse que ça, mais la boîte était lourde et les joueurs étaient complètement renversés de savoir qu'ils pouvaient se procurer ça. Ça faisait tellement de contraste avec leur autre jeu dans leur collection. Et la seule extension de Carabande qui est sortie avant que Pitch Car prenne le relais se vendait pour des prix faramineux. Moi, je me souviens très bien que j'étais arrivé trop tard pour l'acheter. J'ai dû la payer 200$. À cette époque. À cette époque, on était autour de 2001 quand j'ai fait ça. Avec l'inflation, c'est à peu près, 80 000? À peu près. À peu près, oui. Et ça, à vrai dire aussi, c'est un symbole de mondialisation Carabande, parce que c'est de voir les Allemands qui récupèrent un jeu typiquement nord-américain, qui sont les pichenottes. Parce que si on est au Québec, si vous êtes au Québec et vous nous écoutez, vous connaissez à quel point les pichenottes, c'est assez traditionnel comme jeu. Oh, ouais. C'est culte, là. Ça fait partie du folklore. Ouais. Voilà. Et de voir un Allemand comme Jean Dupoel, qui est finalement l'auteur de Carabande, qui est un fameux bricoleur de bois, parce qu'il a fait beaucoup de jeux en bois massif comme ça. Mais ce Carabande un gosseux, là. C'est ça, un gosseux. Mais Carabande, c'est son jeu de dextérité, mais il a vraiment eu un succès monstrueux avec ça. Et de le voir faire ça, de voir les Allemands transformer notre jeu quasiment national, jeu de société nationale au Québec, et d'en faire un jeu universel qui est produit en allemand. Un jeu de pichenotte, mais qui se joue complètement d'une autre façon. C'est de voir encore la mondialisation à l'œuvre. Ouais, c'est bien dit, c'est bien dit. D'ailleurs, il y a, je pense, même un musée là, de la pichenotte au Québec là, avec plusieurs tables antiques et tout ça. Steve, tu parlais des conventions dans lesquelles on va retrouver Pitch Car. Si je me trompe pas, au Delirium ludique de Québec, à chaque année, il y a
un méga tournoi, une méga partie de pitch car avec des qualifications, des tours de pratique. C'est une piste sur plusieurs tables, sur laquelle il y a un jump qui va sur une autre table. Assez incroyable. D'ailleurs, Pierre, as-tu déjà gagné cette compétition-là? J'ai failli la gagner, oui. Ouais, c'est ça. L'année passée, je t'avais vu, t'étais quand même pas pire, mais tellement de bons coureurs, de bons coureurs que c'est difficile de s'en sortir gagnant. Hein? Ouais. Ben, il s'agit qu'on soit pris à une place puis que ça reste toujours à la même place. Puis là, c'est la débandade. Mais oui, j'avais vraiment une bonne avance au début. T'es arrivé D'ailleurs, trop ça me- short ah. dans son virage en épingle, là, il est arrivé trop short. Ah, ben il y a C'est ça. beaucoup de stratégies et tout, puis ça me rappelle la première année où je suis allé au Jab avec le bon vieux GF, Chief and Beef. On était là au Jab et on a découvert Pitch Car. Il était à peu près 2 heures du matin. Meilleure on n'a pas- heure pour jouer à Pitch Car. On n'a pas dormi. On est allé déjeuner, il était rendu 7 heures, puis on rangeait le pitch car parce qu'on avait été complètement hameçonné par le jeu. En fait, on s'était laissé prendre au jeu. Pour ceux qui aiment les jeux de course et tout ça, dextérité, c'est quand même assez incroyable. Je vous invite à passer au prochain jeu, Pierre. Le prochain jeu est un duo, je dirais, parce que je peux pas mentionner un sans mentionner l'autre, puisqu'ils sont du même auteur. Ce sont deux jeux d'ailleurs qui ont été, en fait, ils n'ont pas nécessairement été nominés pour le Spiel des Jahres, mais ils ont fait le palmarès des 10 meilleurs jeux pour le Deutscher Spielpreis. Et le Deutscher Spielpreis, c'est un peu la version du Spiel des Jahres pour les joueurs passionnés, avant que le Kennerspiel arrive. Et ça faisait toujours, je ne sais pas si c'est encore là par contre, il me semble que c'est plus là, mais ça faisait toujours une liste des 10 meilleurs jeux, du 1er au 10e. Les deux prochains jeux que je vais vous mentionner étaient en 5e et en 10e position l'année où Catan a gagné le Spiel des Jahres et aussi, évidemment, la première position de ce palmarès-là. Et je parle en fait de Medici et de High Society, deux jeux du Docteur! Le docteur Rainer Knizia. L'éternel Knizia, avec ses plus de 500 jeux sur le marché, c'est à ses débuts dans les années 90. C'est sa meilleure époque, à vrai dire, parce que beaucoup des jeux de cette époque-là de M. Knizia sont encore édités aujourd'hui. Et Medici et High Society en sont deux, qui ont connu vraiment plus qu'une fois des rééditions. D'ailleurs, c'est vraiment ses débuts au docteur. Excuse-moi, juste pour marteler ce message. Oui, il avait fait des jeux, ça faisait peut-être 4-5 ans qu'il faisait des jeux, mais c'est vraiment ses débuts. Là. Il y a eu des succès avant, mais c'est ses débuts. Là. Oui, ben, en 95, Knizia a vraiment commencé à montrer de quoi il était capable et on commençait vraiment à remarquer cet auteur-là comme quelqu'un qui irait loin. Parce que à chaque fois qu'il sortait un nouveau jeu, c'était vraiment la curiosité totale. On se demandait qu'est-ce qu'il nous avait encore pondu et s'il serait encore capable de nous étonner. Et c'était toujours le cas. Il faisait ça à chaque fois. Et c'était pas des rééditions de jeux comme on en voit plein maintenant de lui, parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de jeux avec son nom maintenant, mais c'est tellement souvent des refontes réduites de jeux qu'il a fait dans un autre format. Là, c'était vraiment du nouveau à 100% à chaque fois qu'il faisait. Et c'était toujours impressionnant. Medici, d'ailleurs, c'est probablement le jeu qui a confirmé que Knizia était Monsieur Enchère. Oui. C'était l'auteur spécialisé dans les mécaniques d'enchères. Il réinventait toujours la façon de faire des enchères. De les tordre et de les changer, de les transformer à chaque fois. C'est ça. Et Medici, pour ceux qui ne le connaissaient pas, je vous conseille fortement d'y jouer. C'est un jeu culte maintenant, à un point tel qu'il a influencé ce jeu-là, Cole Wehrle, pour faire son jeu Haute. Et là, vous allez me dire, il n'y a pas d'enchères dans Haute. Mais pourtant, c'est après avoir joué à Medici que Cole Wehrle a réglé son problème qu'il avait en faisant Haute. Haute, un jeu des favoris de Simon, ça. Tellement pas, non? Mais un des favoris de Vincent, par contre. Oui. Et Medici est un jeu d'enchères qui, il fallait vraiment y penser, c'est Knizia qui l'a fait. Et c'est un jeu d'enchères où vous devez regrouper des éléments de deux façons, le plus varié possible ou le plus identique possible. Mais l'idée, c'est que vous voulez faire les deux, mais vous ne pourrez pas toujours faire les deux. C'est des éléments qui vont être représentés par des
produits commerciaux à la Renaissance, parce que la Renaissance était un thème très cher aux jeux européens dans les années 90. Donc la Renaissance italienne ici, avec les Medici, les marchands italiens, la famille marchande italienne la plus connue de cette époque-là. Donc, il fallait remplir des bateaux de marchandises, 5 sortes de marchandises, et ces marchandises-là ont des valeurs sous forme de cartes, différentes valeurs pour la même sorte de marchandises. Vous vouliez essentiellement réunir les marchandises avec les plus fortes valeurs dans chaque sorte de marchandise, mais vous vouliez aussi en avoir plusieurs de la même sorte. Parce que, après ça, à la fin de la ronde, ces marchandises-là, que vous avez en plusieurs sortes, si c'est vous qui en avez le plus, vous allez faire beaucoup de points. Plus de points, en fait, que les autres. Il y a comme une compétition de première, deuxième, troisième position avec ça. Et quand vous avez une grosse variété, en fait, une bonne variété de marchandises avec les valeurs les plus fortes, ça va faire aussi un paquet de points. Mais l'idée qui est très maligne dans ce jeu-là, en plus d'avoir toujours ce dilemme déchirant de variété et concentration identique, c'est que vous allez faire une enchère à un tour de table seulement. Et en plus, ça va être pour plusieurs éléments. Un, deux ou trois. Donc là, c'est là qu'on s'imagine tout le casse-tête, parce que ça peut être, c'est toujours le joueur actif du tour en cours qui va décider combien d'éléments entre 1, 2 ou 3 vont être en mise en chair. Ah non, en fait, c'est même pas ça. C'est un tour, ça va être un élément, le deuxième tour, ça va être 2, le troisième tour, ça va être 3, et ça va revenir ensuite. Et quand vous avez 3 éléments, c'est là que vous avez vraiment tous les tiraillements, parce que les 3 éléments peuvent être 3 de la même sorte, ça peut être 3 différents, mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme stratégie. Et ça marche à merveille. Là, je pense que Pierre t'a donné le goût à beaucoup de gens de jouer à ce jeu-là. Pour les gens qui aiment les enchères, oui. Parce que les enchères, il faut dire aussi que c'est pas une mécanique que tout le monde va aimer. Mais quand vous aimez les enchères, clairement, Medici est un incontournable. Comme High Society, d'ailleurs, est un incontournable. Mais High Society, c'est un autre calibre. C'est plus court, c'est plus compact, ça dure moins longtemps, mais c'est tellement vicieux. Juste des cartes, hein, d'ailleurs, je pense, dans High Society. Juste des cartes. High Society étant sur le thème finalement, des gens riches. La haute. De la haute. Mais ça n'a pas toujours été ce thème-là, mais c'est le thème qui est sorti le plus souvent dans les rééditions. Donc, vous êtes des gens de la haute qui voulaient avoir du prestige et qui vont acheter aux enchères des gens pour montrer à quel point vous êtes de la haute. Donc, des voitures de luxe, des tableaux chers, des maisons, bref. Des chevaux. Des chevaux. Et toutes ces choses-là vont avoir des valeurs. Et ces choses-là, vous ne les voyez pas venir à l'avance, on les retourne toujours au hasard. Et vous devez miser de l'argent sous différentes coupures. Ces coupures-là, par contre, quand vous les payez, si vous payez, par exemple, je sais pas moi, quelque chose comme 3 000 $, mais vous avez seulement un 5 000 puis un 1 000 dans les mains, ben, vous allez payer probablement 5 000, mais il ne vous reviendra pas 2 000 en change. Ça, c'est la première chose vicieuse du jeu. La deuxième chose vicieuse du jeu, c'est que vous ne faites jamais d'argent dans le jeu. Vous avez tout votre argent au départ, et quand vous la dépensez aux enchères, elle est dépensée, elle ne reviendra plus. Alors, pensez-y bien avant que le jeu finisse. À quel point vous allez dépenser. Ce que les autres vont dépenser. On a toutes les mêmes cartes. Donc, si tu dépenses tel chiffre dans une carte, on sait très bien que tu l'as pu. Oui, c'est ça. Troisième chose vicieuse du jeu, on ne sait pas quand est-ce que ça finit, parce que ça finit à cause de cartes qui vont être mises aux enchères, qu'on va retourner. Et il y en a quelques-unes, je pense 4, qui sont marquées d'un signal qui annonce la fin du jeu. Quand la troisième de ces cartes-là apparaît, le jeu se termine immédiatement, on ne fait même pas d'enchère pour la carte en cours. Et ça peut être très, très abrupt et très radical. C'est vrai, quand tu utilises le mot vicieux depuis tantôt, puis c'est vrai, ce jeu-là, il est tellement comme ça. T'as un petit malaise en jouant, là. Oui. Parce que le quatrième vice de ce jeu-là, qui est vraiment le vice le plus fameux, celui qui me fait dire, mon Dieu, que c'est un génie, cet homme-là, c'est que je vous ai dit que vous n'avez jamais d'argent qui revient, je vous ai dit qu'il n'y a pas de change qui se fait avec des coupures. Ben, en plus, vient la règle de la fin. Quand la fin apparaît, on compte notre argent avant de compter nos points. Parce que si vous avez acheté plein de choses et que vous êtes sûr de gagner parce que vous avez plein de points, ben détrompez-vous, parce que si en comptant votre argent, vous êtes le plus pauvre, vous êtes éliminé de la partie. Mais voilà. Mais ça, Pierre, en plus, c'est quelque chose qui te suit même dans ta vision du design de jeu en général, là, cette espèce de mort subite ou ce coup de jarnac là, impromptu. Hein. Tu veux dire que c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux?
Oui, oui, et même que tu sais, quand on travaille sur des designs, sur des idées, c'est comme quelque chose que tu vas essayer de ramener, c'est comme quelque chose qui te suit en général dans ta vie, cette espèce de mort subite, là, tu sais. Ouais, ben je pense que c'est quand même... C'est l'essence du plaisir qu'on peut tirer dans un jeu de société, il me Mais semble. C'est Oh pour, wow, c'est gros. c'est j'avais d'ailleurs pour, essayé. Oh, vas-y, Pierre. c'est pour ça en fait que je préfère de beaucoup les jeux de société interactifs que les concours de tricot que j'appelle comme les Newton et les Ark Nova et Terraforming Mars. Hey, Euh, hey, hey, Ark Nova, c'est Terraforming bon. Mars. Il y a beaucoup d'interactions là, dans Terraforming Mars. il n'y en a pas autant que dans High Society, on s'entend. Non. Mais bref, oui, j'aime les concours de circonstances inattendues dans les jeux de société. C'est vraiment l'essence, il me semble. On va se le dire, Pierre, il aime faire chier Vincent. Donc, c'est dans ses Oui, notes. ça c'est clair. Ça, c'est clair. C'est ça. Mais tu C'est mon... sais, quand j'avais vu ce jeu-là, Ice City, j'avais essayé avant le jeu QE, qui est exactement le même principe à la fin, c'est qu'on fait des enchères, puis on peut dépenser l'argent qu'on veut, mais celui qui a le plus dépensé à la fin, il perd. Fait que j'ai comme remarqué tout de suite que ça a clairement été pris de High Society, mot que j'ai toujours de la misère à dire en anglais. Oui, c'est effectivement vrai. Le jeu QE qui est sorti il y a 3 ans, je crois, est un... 2017, 2019, un peu plus. Ça se peut que ce soit 2017. Mais il me semble que c'est 2019. Mais bref, c'est un jeu forcément qui fait hommage à High Society. Jeu de Knizia de 95 qui est parmi ces nombreux qui sont réédités aujourd'hui. Quand même assez incroyable, hein? 2 jeux d'enchères tellement différents. Mais d'ici, j'ai joué une fois ou deux, là, fait que je l'ai moins en tête, mais ça m'a vraiment donné le goût de le redécouvrir aussi. High Society, c'est peut-être un peu trop violent pour moi. Vous savez que je suis un peu sensible, mais ça reste quand même que c'est vrai qu'il c'est après Modern Art qui était sorti 2-3 ans plus tôt. Là, il arrive avec deux jeux d'enchères absolument différents. C'est ça aussi qui est quand même habile hein, de sa part. Oui, absolument. Modern Art était probablement son coup d'envoi pour annoncer qu'il allait donner des leçons à suivre sur les jeux d'enchères par la suite. Le maître des enchères. Oui. Ben, je vous inviterai à passer au prochain jeu. Ouais. Un jeu que je connaissais pas du tout avant dernièrement, le jeu Condottière. Je me suis informé de ce jeu-là et le hype en dedans de moi est monté pour un jeu de 95%. 95, Ouh. excuse. Oh, il est monté, son hype est monté de Oui, 95%. C'est quand même beaucoup. Tu sais, de 0 à 95, parce que tu sais, s'il est à Ouais, 0, ça, c'est il peut pas monter. infini. Ça, c'est Oh, oui, c'est ça. une augmentation Pas fort dans mes mots. incommensurable. Tu sais, c'est sûr que pas tout le monde qui doit connaître ça, là, malgré qu'on est assez niche comme comme podcast, le monde aime ça, les jeux de société qui vont nous écouter. Là. Mais tu sais, c'est un jeu de. C'est un contrôle de territoire qui va être fait avec. On va avoir une main de carte et on va jouer des soldats et celui qui aura fait, dans le fond, on va en mettre une carte après l'autre. On va mettre un 2, l'autre va mettre un 3. Et à un moment donné, on va décider de passer. Celui qui va avoir la plus grosse armée va remporter justement ce territoire-là. Le but du jeu, c'est d'avoir 5 territoires ou d'en avoir 3 collés. La particularité du jeu va être dans les cartes pouvoir qu'il va y avoir. Parce que, hey, je trouve ça vraiment, je les ai pris en note, là, je les trouve vraiment le fun. Les cartes vont varier de 1 à 10 comme puissance. Toutes des soldats assez normaux qu'on va retrouver. C'est vrai, il y a une petite chose que je veux dire, c'est que les cartes, on n'en repige pas tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas qu'un seul joueur qui reste des cartes. Donc, si on décide de dépenser 8 cartes dès la première main, ben les prochaines rondes, on va tirer de la patte parce qu'on n'aura pas grand choix. Sinon, d'un pouvoir, justement, tu sais, quand on veut se retirer justement un petit peu, on a mis une carte numéro 10, mais on voit qu'on n'avancera pas. Il y a un épouvantail qui va nous permettre de reprendre une carte en main. Donc, on va faire dépenser une force aux autres joueurs de plus. On a le pape qui va décider d'éliminer la carte la plus puissante. Mais si il y a 3 joueurs qui ont mis un 10 sur la carte, ben les 3 joueurs perdent le 10, que ça change complètement le tour. Il y a le surrender qui va mettre fin à la bataille immédiatement. Donc, ça va couper sec une bataille. T'as le drummer qu'on voit vraiment, c'est comme un bout en train avec son petit tambour qui va doubler la force de son armée. T'as les femmes que eux sont affectés par rien. C'est des femmes fortes, justement. Il y a une carte 1
une carte 10, mais elle, tous les autres effets que vous pouvez faire, elle ne sera pas affectée. Parce qu'il va y avoir les saisons de Winter que eux vont rendre tous les mercenaires qui vont équivaloir à 1. Donc, si vous avez la femme qui vaut 10, ben, elle vaut 10 parce qu'elle n'est pas affectée par l'hiver. Puis finalement, tu as le printemps qui va annuler l'hiver parce que c'est bien le fun de printemps, qui va augmenter la force du meilleur soldat. Donc, plein d'interactions qui est vraiment fort intéressant dans une petite boîte avec un matériel vraiment minimaliste qui a eu encore là plusieurs éditions justement pour le renouveler, puis qui semble tout aussi intéressant même en date d'aujourd'hui, je trouve. T'as bien fait de mentionner la petite boîte parce que c'est quand même, tu parles de ça comme un jeu, on imagine oui. un gros jeu de guerre et tout, mais non, c'est une toute petite boîte, il y a des cartes, il y a 3-4 jetons, puis il y a quand même un plateau de jeu, mais Ouais. très petit. Là. Comment je voyais Oui. ça au début, il parlait, puis je trouvais que ça avait l'air un petit peu le même principe que Brian Boru. Mais Brian Boru, c'est un jeu de levée, mais je m'aurais imaginé un plateau de jeu aussi gros, mais là, on parle d'un plateau de jeu, là, ça doit avoir, je sais même pas si un pied le plateau de jeu de long. Ben, à vrai dire, dans la version que tu parles, c'est sans doute une version petite, mais la première édition de Condottiere était dans un format d'une boîte comme celle qu'on peut voir avec, ben, je dirais pas Monopoly, mais des boîtes rectangulaires relativement grosses, avec un plateau plus gros aussi, même que le seul pion du jeu qui représente l'endroit où on se bat était, pour les toutes premières versions, une petite statue de métal. Encore une fois, pied De nez plomb. De plomb. de plomb, à vrai dire. Oh oui. Du bon vieux plomb. Très bien sculpté et un gros pied de nez au Kickstarter, encore une fois. On était capable de faire du luxe dans les années 90. Sincèrement, je voyais cette photo-là et j'étais sûr que c'était la dernière version qui avait ça. Non, c'était la toute première version. C'est la version collector du premier éditeur qui a fait Condottiere, qui était Eurogames ou Descartes Édition en France, une maison défunte maintenant, mais dans les années 90, c'était la maison d'édition pour les amateurs de jeux de société. Et Condottiere, effectivement, réédité plus d'une vingtaine de fois, je pense que c'est 24 fois. C'est nettement le jeu le plus populaire de Dominique Erhardt. Dominique Erhardt, qui n'est pas le dernier venu, on en entend moins parler aujourd'hui, mais à cette époque-là, et au début des années 2000, les auteurs français de jeux de société, lorsqu'on leur demandait qui est l'auteur de jeu le plus respecté selon toi, ou le meilleur, Dominique Erhardt sortait souvent. Et ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui ne fait que des jeux, c'est un artiste peintre et un écrivain aussi. D'ailleurs, il a dessiné souvent de ses jeux, les premières versions, il y a des versions de Condottiere qu'il a dessinées. Et il a aussi fait d'ailleurs dessiner une édition de Medici. Mais Condottiere est vraiment son jeu le plus fameux. C'est un jeu vraiment, comme Steve l'a expliqué, un conquête de territoire, mais qui se fait à coup d'enchère, encore une fois. Une mécanique qui était à la mode dans ce temps-là, mais avec des cartes spéciales. Des cartes spéciales qui faisaient le pont, à vrai dire, avec... On en parlait au début, hein? Oui, exactement. Qui faisait le pont avec une autre folie qui se déroulait de l'autre côté de l'océan. C'est d'ailleurs pour ça que Condottiere n'a pas tardé à avoir beaucoup de popularité à travers le monde, parce qu'il épousait deux genres, le genre euro et le genre américain. Carte à collectionner. À collectionner, oui. Mais aussi le jeu de guerre américain qui avait tellement été là depuis longtemps. Donc, fait que c'était un triple mariage, pratiquement. Là. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Dominique Erard, il y a un autre jeu qui est très connu de lui, plus connu, en fait, probablement pour ceux qui nous écoutent. Les petits tapis qui puent. Les petits tapis. Moi, je pense pas que. Bon, les miens sentent pas tellement mauvais, mais bon. Ah, ok. Vous avez une version de Marrakech à la maison, s'il vous plaît, allez la sentir pour moi et me dire les tapis. En tout cas, bref. Peu importe. Ouais. Mais bon, l'idée avec le fait que ça fait un pont, c'est Condottiere et que finalement ça a contribué encore une fois à la mondialisation des jeux par la grande porte ouverte par Catan des jeux euro. Condottiere était le rejoint la folie des jeux de cartes à collectionner aux États-Unis qui faisait rage en 95, comme je l'ai dit tantôt, à cause de Gen Con, qui était vraiment plus une convention de ce genre de jeu que tout autre jeu. Faisait rage parce que ça faisait déjà 2 ans que Magic the Gathering était sorti et qu'il avait complètement nettoyé à fond le hobby du jeu de société. Les gens ne faisaient que dépenser que pour avoir des nouvelles cartes depuis que Magic the Gathering était sur le marché.
Les gens ne dormaient plus, ne faisaient que obsessionner avec les jeux de cartes à collectionner. Vassal, même, en est devenu un converti. Il n'a pas échappé à la vague et il a lui aussi, pendant un certain temps, seulement consommé du jeu de cartes à collectionner, mais il n'a pas commencé par Magic the Gathering. Il était bizarrement pas attiré par Magic the Gathering. Il était plus attiré par les émules qui sont arrivés par dizaines et même par cinquantaines dans les 5 années qui ont suivi Magic the Gathering. Déjà en 95, on avait plus de 50 nouveaux jeux de cartes à collectionner sur le marché. Ça a été rapide. Ça a été très rapide. Vous vous en doutez, plusieurs n'ont pas fait plus qu'un an. Mais en 95, ça a été l'année des émules de Magic de Société, Magic the Gathering plutôt, qui a été la plus fameuse. Parce que de ces émules-là, 3 sont encore là aujourd'hui. À vrai dire, sont encore dans le palmarès des 10 jeux de cartes à collectionner les plus populaires selon Board Game Geek. On s'entend, c'est l'auteur de Magic the Gathering, Richard Garfield, qui occupe les pelotons de tête avec Magic, bien sûr, mais aussi avec d'autres jeux comme Netrunner et Jayad, dont on avait parlé dans les 50... et Keyforge! Et Keyforge aussi, qui est sorti dernièrement. Mais quand on regarde dans les dernières positions du top 10, on va remarquer des jeux comme Middle-earth, jeu de cartes à collectionner, premier jeu de cartes à collectionner sur le monde du Seigneur des Anneaux. Ça, je connaissais pas du tout. Quand t'as mis ça, j'étais comme, c'est quoi ce jeu? Ça ressemble beaucoup à Magic, là. Les cartes ressemblent beaucoup à Magic, d'ailleurs. Là. Les cartes ressemblent beaucoup à Magic, forcément, parce que Magic a donné le modèle de cartes à faire pour avoir du succès, mais le jeu est complètement différent. OK. C'est beaucoup plus axé sur une sorte de mini-jeu de rôle en format jeu de cartes à collectionner. C'est-à-dire qu'on n'incarne pas des personnages, les joueurs n'incarnent pas des personnages, mais ils contrôlent les groupes de personnages comme la communauté de l'anneau qui se forme dans l'histoire. Ils forment eux-mêmes leur communauté de l'anneau avec des personnages qu'ils vont avoir sous forme de cartes. Et pendant qu'ils jouent leur tour, leur adversaire va jouer le rôle des créatures de Sauron qui vont les attaquer. Et ensuite, quand l'autre joueur va jouer son tour, ben, on va inverser les rôles. Mais chacun son deck de cartes, ou? Oui. Et dans le même deck de cartes, il va y avoir les créatures. Et les créatures vont attaquer la communauté de l'anneau selon le chemin que le joueur, à son tour, va emprunter. Ce chemin-là va être représenté par des icônes qui sont sur des cartes. Mais plus le chemin est long, plus il y a des icônes qui vont apparaître. Alors, plus ça va donner des chances à l'autre joueur d'envoyer des bestioles sur le joueur qui joue. Wow. T'as pas ça, toi, Pierre? T'as pas 2 decks de ça, par hasard? Mais absolument. C'est vrai, je serais vraiment curieux d'essayer ça. Ça a l'air assez original. Là. Oui, c'était très bien. Le seul défaut de ce jeu-là, c'est que il y avait quand même plusieurs cartes qui disaient si vous avez cette carte-là, alors vous pouvez bénéficier de choses supplémentaires avec cette carte-là. Et ces cartes-là, bien sûr, il fallait les avoir en achetant plusieurs paquets. Oui. Et bref. Classique. Bref, c'était un peu ruinant comme jeu. C'était un modèle, c'était un modèle très... qui demandait beaucoup de moyens, c'est ça? Beaucoup, oui. L'autre des 3 que je mentionne, c'est Legends of the Five Rings. Ah, ben oui, ça d'ailleurs, Fantasy Flight l'a repris, hein? Fantasy Flight l'a repris en 2017, effectivement, parce que c'est à ce point un excellent jeu de cartes à collectionner. À vrai dire, plusieurs connaisseurs de ce genre de jeu vont vous dire qu'après Magic the Gathering, c'est lui le meilleur. En fait, ils vont dire qu'après Netrunner, c'est lui le meilleur, non? Aussi, à vrai dire, il y a les grands fanatiques de Richard Garfield qui vont vous dire que Netrunner est encore supérieur même à Magic the Gathering. Mais Legends of the Five Rings a vraiment quelque chose d'assez majeur par rapport à son compétiteur Magic the Gathering. C'est que premièrement, c'était un jeu qui avait été conçu dans l'esprit de faire jouer plus que 2 joueurs. Ouais, ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, ça fonctionne merveilleusement bien à 3, 4 ou 5. C'est un jeu aussi avec ses règles très distinctes de Magic the Gathering, parce que dans ce jeu-là, on peut gagner de 4 façons et non pas simplement en éliminant l'adversaire. C'est également un jeu où vous jouez avec 2 paquets, non pas un seul.
des cartes de personnages avec des cartes de lieux. Euh, c'est également un jeu, et ça, c'est vraiment la touche parfaite qui le distingue et qui en a fait un jeu qui est passé aux annales et qui est encore aujourd'hui un incontournable depuis 1995. C'est un jeu de cartes qui a commencé en jeu de cartes à collectionner, mais qui a été tellement populaire qu'ils l'ont converti ensuite pour sa version en jeu de rôle et aussi en jeu de plateau. Je pense même Moi, je croyais même que le jeu de rôle était venu avant, mais parce Non. que le jeu de rôle est très populaire, en fait, là, de Genesis Firebreak. Ok, je pensais même qu'il était venu avant. Ben, c'est d'autant plus crédible que le jeu de rôle serait venu avant, parce que ce qui s'est passé Ben avec ce oui. jeu de cartes que a collectionné, c'est qu'il a été à l'image de la mondialisation, encore une fois. C'est le jeu de cartes à collectionner le plus fédérateur de tous ceux qui ont été inventés, même Magic the Gathering. Parce que ce jeu-là vous implique dans un clan japonais médiéval. Et ce clan a ses cartes particulières à lui, comme dans Magic the Gathering. On a nos cartes de couleurs qui vont jouer selon ce qu'on veut faire comme sorte d'action. Les clans vont avoir leur spécialité. Donc, il y en a un qui va être plus guerrier, il y en a un qui va être plus prestigieux, qui va être plus pacifique, et ainsi de suite. Et chacun de ces clans va aussi être impliqué à se faire la guerre entre eux, mais bien sûr, ça n'a pas tardé, les phénomènes de jeux de cartes à collectionner, à engendrer des tournois. Et des tournois très lucratifs parce que, vu la popularité de ces jeux-là, les organisateurs de tournois pouvaient avoir des bonnes sommes à faire gagner. Avec Legends of the Five Rings, ce n'était pas nécessairement juste de l'argent qu'on gagnait. C'était beaucoup plus. À vrai dire, c'était de participer à l'évolution de l'univers du jeu de société Legend of the Five Rings. Ah ouais, dans la lore et tout ça? Dans la lore et tout ça, Simon, tu te serais complètement gavé là-dedans. Parce que Wow! quand on gagnait un tournoi de Legend of the Five Rings dans les années 90, dans le prix, on décidait de quoi aurait l'air la suite du jeu. Oh, Avec- il y avait une histoire qui Il y s'écrivait avait- par la communauté. Exactement. Il y avait une communauté qui se formait, et là, parce qu'un clan avait gagné le tournoi, ce clan-là a gagné une importance, et là, Wow. la prochaine extension du jeu allait être affectée à cause de ça. Oh, fait que les gens qui jouaient influençaient l'histoire. C'est quand même, ça, C'est c'est méta. rare qu'on va. Ouais, c'est ça, on va plus voir ça dans des jeux vidéo, MMORPG, mais de voir ça dans un jeu de cartes avec des tournois, Oui. quand même vraiment intéressant comme concept, là. Et les organisateurs de tournois en mettaient plein la vue pour former une communauté qui venait des quatre coins du pays, en mettant vraiment le paquet sur les activités comme toutes des démonstrations d'arts martiaux, de l'origami, Nice. des cérémonies de thé. Tout ça faisait partie de l'événement du tournoi. Et les Très, joueurs, très cool. les joueurs arrivaient aussi déguisés selon les emblèmes de leur clan pour arriver avec leur paquet de cartes. Et ils étaient vraiment dedans. Donc ça, c'est Legend of the Five Rings. Et le Oh, dernier... the premier interactive collectible card game. Je vois Oui. déjà Simon avec son kimono, sa ceinture orange là, à la taille. Là. Where the honor is more powerful than steel. Ok, ça va, je suis excité. Et ensuite, il y a bien sûr Star Wars. C'était inévitable dans les années 90. La fièvre Star Wars était là parce que les premiers prequels arrivaient. Et Star Wars, The peu importe. Customizable card game. Voilà, Customizable Card Game, merci Simon. C'était un jeu de cartes aussi qui a vraiment tout ramassé quand il est sorti, on s'en doute à cause de la franchise, à un point tel qu'après Magic the Gathering, pendant 5 ans, c'était le jeu de cartes à collectionner le deuxième plus gros vendeur. Parce qu'il était aussi excellent. Il avait vraiment un système vraiment très bien pensé où on avait un paquet de cartes qui représentaient des points de force et il fallait forcer l'autre joueur à ne plus avoir de cartes parce que quand les cartes étaient jouées sur la table, si elles étaient éliminées de la partie. Donc, on voulait faire attention comment on jouait nos cartes pour s'assurer qu'on n'allait pas toutes les perdre parce que si on n'avait plus notre paquet de cartes, on était mort. Comme dans Magic the Gathering aussi. Mais dans ce jeu-là, par contre, c'était beaucoup plus focusé sur les cartes. On n'était pas en train d'éliminer le joueur, mais on voulait vraiment attaquer toutes ces cartes. Ou on voulait les faire gaspiller ces cartes. Donc, il y avait vraiment un gros intérêt pour ce jeu-là. Ça a quand même duré jusqu'en 2001. Il y a eu plusieurs extensions.
Une dizaine, une quinzaine même, je pense. Donc, ça, ce sont les 3 jeux de cartes à collectionner qui sont restés vraiment dans les annales après 95, qui sont devenus des cultes pour certains joueurs de cartes à collectionner. Moi, mon préféré, par contre, qui est sorti en 95, c'était Guardians. Là non plus, je le connais pas. Quand tu l'as mis dans la liste, je suis allé le voir, puis je me disais qu'il avait l'air d'avoir quelque chose de très spécial chez ce jeu. Et c'est très spécial en effet parce que c'est un jeu de société qui a été inventé par les artistes qui ont fait les beaux jours de Donjons et Dragons dans les années 80. Donc, les Luke Peter Schmidt, par exemple, qui était un artiste de Donjons et Dragons qui a fait des dessins mémorables, les fameux dessins très très chromés qui décoraient les livres de Donjons et Dragons, ont décidé, eux, de mettre leur talent de dessinateur pour dessiner des cartes parce qu'ils n'étaient pas fous. Ils voyaient que les amateurs de jeux de cartes à collectionner aimaient les jeux de cartes à collectionner pour leurs règles et leurs mécaniques, mais aussi étaient complètement gaga devant les dessins, puisque ça devenait des items de collection qu'on voulait acheter. Alors pourquoi, quand on est un artiste accompli dans ce monde-là, ne pas créer son propre jeu? Donc, Peter Schmidt et Parkinson, 2 artistes de l'époque, qui ont vraiment été dans les meilleurs de Donjons et Dragons, ont inventé leur jeu. Tout simple, leur jeu, mais d'une beauté spectaculaire. On s'entend que c'est eux qui avaient les meilleurs dessins dans tous les jeux de cartes à collectionner. Et c'est un jeu vraiment très, très drôle aussi, parce que c'est un jeu qui joue avec des créatures médiévales fantastiques et qui se joue même comme un jeu de société. Hein. Ça se joue un peu comme Stratego. C'est des cartes qu'on va jouer, on va faire des mini-armées de créatures en les posant face cachée comme sur une pile, et ça devient des pions, ça, des armées qui se déplacent sur une surface de jeu, un plateau formé de cartes, et là on essaye d'attaquer le château de l'autre joueur, où il y a une grosse créature qui est son chef, et puis il faut tout simplement l'éliminer. Et les scènes de combat étaient très simples. Mais il y avait vraiment des choses très, très drôles dans ce jeu-là, parce qu'il n'y avait pas peur de faire de l'humour. On pouvait, par exemple, corrompre les créatures pendant le combat, et là, on gagnait le combat automatiquement, même si la créature était plus forte. Par exemple, des créatures pouvaient être sensibles à la bière. Alors, si on avait une carte de bière dans la main, on pouvait corrompre la créature en lui donnant de la bière. Il y avait des créatures aussi qui adoraient les femmes. Alors, on leur donnait une carte qui s'appelait Babes. Et là, Babes Bribery. Il jouait 3 cartes mères, là. Il y en a un, c'est comme son visage, c'est un hamburger. Il y en a un, c'est une frite. Il y en a un qui a un chapeau de tacos. oui, parce que ça se moquait aussi de la pop culture. Il y avait des cartes, par exemple, une carte qui s'appelait Captain South America. Et une autre qui s'appelait The Amazing Cider-Man. Puis là, tu voyais Spider-Man en vert qui projetait non pas des toiles, mais des jets de bière. D'ailleurs, il y en a une, c'est Santa's Beer Sled. Fait que c'est le Père Noël qui boit de la bière. Oui. Il y avait même une carte qui se moquait de la carte la plus chère de Magic Gathering, Black Lotus. Dans Guardians, ça devenait Black Locust. Et c'était une grosse coquerelle qui était dessinée dans ça. Elle était assise dans un gros fauteuil puis elle brûlait de l'argent dans le foyer. Ça s'invente pas. Très drôle. Wow. Mais oui, effectivement, ça, c'est pas un jeu qui est passé à l'histoire autant que les 3 autres, mais moi, j'en garde un souvenir très mémorable, beaucoup d'affection. D'ailleurs, j'ai encore les cartes de ce jeu. C'est les seules avec Middle Earth que je me suis pas débarrassé. Ok, ben là, moi, je vais devoir aller dévier un peu de la règle initiale, parce que là, j'aimerais vous parler d'un jeu de 1994, mais qui fit tellement dans le sujet. J'ai nommé le jeu SimCity de Card Game. Je sais que j'en ai souvent parlé de ce jeu-là, mais un jeu de cartes à collectionner de SimCity, dans lequel il n'y a pas de dessin, d'ailleurs, il n'y a que des photos pour faire les cartes. J'ai plusieurs decks de SimCity Card Game ici à la maison. Un jeu très compliqué, pas très bon, mais c'est juste pour montrer à quel point, comme tu dis Pierre, il y avait vraiment un engouement à ce moment-là où les gens étaient prêts là, à exploiter ce nouveau filon qui n'existait pas vraiment avant. Oui, c'est effectivement l'une des tellement nombreuses victimes, pas victimes, mais plutôt tentative sans succès d'imiter Magic the Gathering, créée entre autres par Tom Wham, dont on a déjà parlé dans Balado Ludique, un auteur tellement
loufoque et audacieux et complètement cinglé dans ses jeux. SimCity de Card Game est un de ses jeux les plus sérieux, mais il n'a été pas le seul à l'avoir fait, à vrai dire. Il a contribué plus qu'il l'a inventé. Euh, mais oui, effectivement, c'est comme Simon le dit. Comme Simon. Je pouvais pas y aller. Pierre, je sais que t'avais aussi Overpowered dans ta liste. Ce jeu, j'avais plein de cartes de ça quand j'étais jeune. J'étais trop jeune pour jouer. D'ailleurs, je dois avouer que je savais même pas que c'était un jeu de cartes. J'aurais dû m'en douter, là, mais j'ai jamais fait le lien vraiment. Mais j'avais plein de cartes de Overpowered. J'adorais les regarder le soir avant de me coucher. Mes fameuses cartes de super-héros. D'ailleurs, ça mettait en scène des Marvel et DC en même temps. C'était assez éclaté comme concept, là. Ben ça, en fait, c'est assez drôle que tu me parles de ça comme ça, parce que, oui, j'ai mis Overpower pour faire un clin d'œil au fait que Overpower est le premier jeu de cartes qui est le digne ancêtre lointain de Marvel Champions de Card Game, qui maintenant fait rage et qui est un gros succès. Overpower, c'est vraiment le premier jeu de cartes, je dirais, pour passionnés, qui traitait des super-héros Marvel. Et c'était vraiment réduit à sa plus simple expression. C'était vraiment un jeu où en fait, c'était un peu plus un jeu de levée. Ça ressemblait plus à un jeu de levée qu'un jeu de combat parce que l'idée, c'était qu'il fallait faire des démonstrations de force avec un super-héros qu'on avait, selon 3 caractéristiques qu'il avait. Donc, je pense que c'était la force, l'énergie et l'agilité. Et il fallait jouer des cartes selon les valeurs de ces statistiques-là, selon si les cartes étaient capables d'être jouées. Et on avait aussi des cartes de pouvoirs spéciaux parfois, mais elles étaient plutôt rares. C'est ce qui m'avait un peu déçu de ce jeu-là, parce que ça semblait un peu générique au final. Mais l'idée quand même était bonne et ça a eu un certain succès. Euh, et puis, ben, il fallait prédire combien un chiffre qui indiquait le niveau de démonstration de force qu'on était capable de faire ce tour-là. Si on a réussi à l'avoir, on gagnait la ronde. Sinon, ben, c'était l'autre forcément qui gagnait. Mais aussi, tu sais, c'est intéressant de voir, tu sais, là, tu dis, OK, Marvel Champions, c'est un jeu qui fait rage et tout. Maintenant, tout le monde connaît tous les super-héros et c'est... Mais en 1995, là, c'était Batman Forever, puis les super-héros, ça l'avait pas la cote comme ça l'a maintenant. Hein. On était dans le médiéval fantastique, dans Star Wars, mais les super-héros, c'était pas mainstream comme ça peut l'être maintenant, là. Effectivement, mais je mentionnais Tom Vassell tantôt qui n'avait pas échappé à cette vague, mais Tom Vassell, c'est Overpower qui l'a lancé là-dedans. Donc, Ben, c'est un truc de geek, hein? C'est un truc de geek. Il y avait quand même un public pour ça. On n'avait pas pensé lancer ce jeu-là dans l'ignorance comme ça. On savait qu'il y avait un public d'intéressé pour ça. Est-ce que ce public intéressé-là connaissait suffisamment le monde des jeux de cartes à collectionner pour en faire un gros public? L'histoire l'a montré que oui, parce que dans le fond, il y a eu quand même plusieurs années de vente de Overpower, mais éventuellement, ça l'a lâché parce que c'était pas du tout de la même qualité que les autres jeux de cartes à collectionner. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon que tu expliquais comment tu avais ce jeu-là sans avoir jamais y joué et que tu observais les cartes de super-héros. Parce que moi, avant de découvrir Overpower, je me souviens très bien de l'année 92 où je me prenais sur le trottoir après avoir acheté un paquet de cartes de super-héros X-Men dans un dépanneur. Mais ce n'était pas un paquet de cartes. Il y avait de la gomme! Il y avait de la gomme là-dedans! Oui. Non, y avait-tu de la gomme? Je sais plus. Mais bref, les jeux de cartes à collectionner n'étaient pas encore là. Magic the Gathering arrivait en 93. Et moi, je regardais mes cartes de collection de super-héros qui représentaient des X-Men, de Wolverine, Storm, Cyclope. Et là, je regardais en arrière, puis il y avait des caractéristiques, des barres. Des stats! Et la description du pouvoir. Puis là, je regardais ça, je me disais, mon Dieu, mais il y a un jeu à faire avec ça. Ah oui, ben, tu l'avais vu. Ben, c'est ça, exactement. Puis ben, c'est un peu l'anecdote qui fait parallèle à la tienne. Très cool. Ben, je pense qu'on a fait le tour de ce dernier segment là, des jeux de cartes à collectionner. Quand même intéressant. Je pensais pas qu'on allait conclure puis qu'on allait partir de condottière d'aller là. Hein. Ben, de mon côté, j'en ai un aussi, mais il va faire partie du prochain épisode. Donc, un petit teaser. Ben, c'est correct. Tant que c'est pas en 95-94, on va s'en sortir. Ouais. Il y a un jeu, on était supposé de faire une rafale. Là. On peut peut-être y aller, mais je pense pas qu'on a une très grosse liste de jeux en rafale.
Parce qu'on c'est quand même lâché lousse, là. Moi, j'en ai un jeu en rafale, puis c'est même pas un jeu vraiment officiellement 95, c'est que la version laquelle moi j'ai joué beaucoup, elle est sortie en 95, c'est le jeu Atmosphere. Atmosphere The Harbinger, je pense d'ailleurs, la version 95. Là, il y avait eu une version qui était sortie juste avant, mais assez incroyable jeu. Tu jouais sur ta VHS, sur ton VHS, on jouait à ça dans le noir l'après-midi. Le samedi après-midi, on fermait les lumières, on se ramassait les 4-5 amis que j'avais qui habitaient sur ma rue. On jouait à Atmosphere dans mon sous-sol. On a eu vraiment beaucoup de belles expériences d'Atmosphere. Un jeu quand même, encore une fois, très original. Je sais que les jeux de VHS, ça existait déjà, mais je pense que c'est un des jeux là, dans ce style-là qui a été vraiment les plus populaires de cette époque. Là. Oui, cela en fait, c'était la nouvelle version qui a été ensuite mise à jour en 97 quand les DVD sont arrivés, puisque le DVD avait été inventé en 95. C'est vrai, on n'a pas parlé au début. Ben oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas. Ils ont été lancés sur le marché 2 ans plus tard. Parce que la première version, je pense que c'est comme 90, 91 là, de Atmosphere. Mais moi, j'avais celle avec un VHS. En fait, c'était vraiment drôle parce que les règles étaient à la fin du VHS. Fait que là, dans le fond, il fallait que tu avances toute la vidéo de l'histoire pour regarder les règles. Tu sais, tu pouvais lire les règles, mais il y avait les règles à la fin du VHS. En tout cas, c'était quand même drôle comment c'était pensé. Bon vieux temps qu'on rembobinait des cassettes. Oui, exact. Je n'ai jamais eu la machine qui rembobinait les cassettes, mais mon oncle avait ça. J'étais toujours très impressionné. Oui, parce qu'il fallait. Si on retournait les cassettes au magasin, on avait une pièce d'extra de coût, là. Hein? Une pièce de pénalité si tu n'avais pas rembobiné ta cassette. Oh, oui. Et maintenant, en 2022, ils ont aboli les frais de retard dans les bibliothèques. Et en 95, on payait des frais si on n'avait pas rembobiné la cassette. Quand même assez incroyable comme époque. Comme je l'ai dit, l'une des époques les plus fantastiques pour grandir. Messieurs, un dernier mot sur 95 peut-être, Steve, pour commencer? C'est plein de jeux pour moi qui sont à découvrir parce que j'en connais pas beaucoup. Avec cette belle série-là, ça me permet de me créer des besoins. D'autres sortes de besoins que des nouveautés Kickstarter quand même. C'est bien fait ça. Oui. Pierre? C'était la belle époque. Quoique c'est une époque qui m'a donné souvent des nuits blanches, mais c'était la belle époque. Oui, c'est ça, les jeux étaient quand même... on n'est pas comme on est maintenant quand on parle souvent des jeux parfaits, des jeux élégants, des jeux vraiment tout ronds et bien pensés, édités avec la plus grande finesse. Mais c'était quand même aussi une époque où les jeunes gens commençaient à consommer, où ça faisait quand même un certain temps, mais les jeunes étaient un public vraiment très très puissant dans lequel on pouvait aller leur soutirer beaucoup d'argent. Mais c'était magnifique. Je repense au POG depuis le début de l'épisode, puis juste comme j'ai ça. Fait que donc oui, c'est ça. On va finir. J'oublie cette saison-ci, je sais pas pourquoi, même si c'est excessivement important. On se lance tellement vite que j'oublie de le mentionner au début des épisodes. Mais je remercie énorme merci au Patreon qui est encore là avec nous, continue de nous suivre, continue de nous encourager. On s'entend, on fait pas, c'est pas une source de revenus intarissable pour nous, mais ça nous fait quand même croire qu'il y a une communauté qui est là, qu'il y a des gens qui aiment qu'est-ce qu'on fait. Vous aviez été plusieurs à commenter durant la saison 11, mais on est très content d'être de retour avec vous pour cette saison. On est déjà à la mi-chemin de la saison, ça passe très rapidement et on se revoit la semaine prochaine, 1999. Avec le meilleur jeu de cartes à collectionner pour moi. Le meilleur. Oh. On sait qu'est-ce qui s'en vient. Alors, messieurs, je vous remercie beaucoup pour cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.